à toutes et à tous, vous regardez Mosaïque Cristal, merci de nous rejoindre. On commence par les titres de ce mercredi 10 novembre. Les infirmiers anesthésistes en grève cette semaine, ces derniers réclament une juste reconnaissance de leur statut. Un bibliobus transfrontalier est passé à l'école élémentaire de Sarralbe. Le concept est simple, un bus bibliothèque avec des animatrices pour apprendre l'allemand de façon originale. Des tatouages pour récolter des dons pour la SPA de Sarreguemines, c'est l'idée d'Audrey Huc qui a reversé 2 000 € à l'association en réalisant 40 tatouages. Un stade d'eau vive est en chantier à Épinal, un projet qui servira aux amateurs de sport nautique, aux sportifs mais aussi à l'entraînement des pompiers. Le 6 novembre, les Red Dragons ont reçu le Toulouse Iron Club. Accroché par Toulouse en première mi-temps, les Messins se sont finalement imposés 88-51. 2 expositions sont à découvrir au centre Pompidou-Metz. Au cœur du propos, la question écologique pour l'une et le lien entre écriture et dessin pour l'autre. Pour nous accompagner aujourd'hui, Morane est là et va nous parler culture comme d'habitude. C'est ça, et plus particulièrement de littérature, parce que les prix littéraires sont tombés il y a quelques semaines. Mais on a hâte de découvrir ça et on retrouvera aussi Marie-Morgane pour la seconde partie de sa chronique, car hier tu nous as laissé un peu sur notre faim. Exactement, on a parlé des fake news et aujourd'hui je vais vous donner un petit peu des conseils pour les éviter. Eh bien, on voit ça dans un instant, merci beaucoup. Dans cette émission, on ira aussi à la découverte d'une discipline encore très peu connue en France, le béour, un sport de combat en armure médiévale pratiqué au club Béour Graouli à Metz. Apprendre l'allemand autrement, certains élèves de l'école élémentaire de Sarralbe ont eu la chance de découvrir un bibliobus. Ce car transfrontalier fait découvrir d'une autre manière la langue de nos voisins allemands. Christelle Reviaco a accompagné une classe à bord de ce bus, pas comme les autres. En voilà un drôle de bus. C'est tout de jaune vêtu que le bibliobus a fait une halte dans la cour de l'école élémentaire de Sarralbe. Ce car n'est pas comme les autres, à l'intérieur il n'y a pas des sièges mais des livres. Ce bus transfrontalier a pour but de faire découvrir aux élèves la langue de nos voisins allemands, mais de manière ludique. Les enseignants en général ils apprécient notre venue parce qu'ils trouvent qu'on est assez dynamique et puis ça donne un changement de cadre aussi pour les enfants, ça les aide bien. Pendant une demi-heure, les élèves quittent la salle de classe pour interagir avec les animatrices. C'est l'occasion de réviser les bases de la langue allemande. Le bibliobus ne va pas seulement en France, il voyage aussi en Allemagne, à Saarbrück notamment. Mais le concept reste le même. Ce matin, on est rentré en classe et on est tout de suite venu par la cour pour venir ici, pour choisir un livre, pour parler et apprendre des mots aussi, pour les répéter et après on les garde en tête. Et tout cela en allemand. Et les animatrices ne sont pas seules, elles sont accompagnées de Lucien et Maya, deux marionnettes. À la fin, les enfants empruntent un livre, soit en allemand, soit en français. Ils devront le rendre le mois suivant, lors du prochain passage du bibus dans l'école, prévu en décembre. Et dans l'actualité, depuis lundi, les infirmiers anesthésistes de l'hôpital Robert Pax ont rejoint le mouvement de grève national. Ils demandent depuis plusieurs mois une meilleure reconnaissance de leur profession, de leurs compétences et une revalorisation des salaires. Ils mettent en avant les gestes techniques, leur autonomie auprès du patient et souhaitent pouvoir accéder au statut d'auxiliaire médical de pratique avancée, un statut qui permettrait une meilleure rémunération et valorisation de leur travail, mais qui continue d'être refusé par le gouvernement. Ils soulignent également leur contribution nécessaire au cœur des salles de réanimation pendant la période Covid. Un service minimum pour les urgences est assuré pendant la grève qui doit durer toute la semaine. La SPA de Sarreguemines a trouvé une manière originale de récolter des fonds, 20 dessins imaginés, 40 tatouages réalisés et 2 000 € de dons. Une action menée par Audrey Huc à son jeune salon de tatouage Douce Aubépine. Un reportage de Marie-Morgane Pires. Ouais. Donc on peut le laisser, on peut laisser à cet emplacement-là. À cet emplacement et cette taille, ouais. Charlotte a choisi son dessin. Pour ce tatouage, elle rencontre pour la première fois Audrey Huc ou Douce Aubépine. Elle a eu vent de l'opération imaginée par la tatoueuse d'Herbitzheim en faveur de la SPA. La moitié du prix payé par Charlotte sera reversée à la Société protectrice des animaux.
J'ai trouvé ça super cool, j'ai adoré le tatouage et en plus le fait de savoir que je vais faire un don, et je trouvais que c'était 2 fois plus gratifiant. Passionnée par les animaux depuis son enfance, Audrey Huc a voulu lier son métier et son amour pour les bêtes avant les fêtes de fin d'année. Elle a créé 20 dessins qu'elle a proposés à ses clients au prix fixe de 100 €. 2 planches axées relativement autour de dessins floraux. Et donc c'est vrai qu'il y en a qui ont plus plu que d'autres, notamment celui-ci. Le petit muguet là. Et j'ai aussi réalisé une planche vraiment axée autour des animaux. Et là, c'est la patte de chien et le chat qui ont été vraiment le plus réservés. Mon objectif était de réunir au moins 1 000 €, donc en tatouant une vingtaine de personnes. Et en l'espace de 2 jours, l'objectif a été atteint et dépassé puisque c'est plus de 40 tatouages qui ont été réservés. Et donc 2 000 € qui seront reversés à la SPA de Sarreguemines. Tous les rendez-vous ont été pris, mais la tatoueuse qui a ouvert son salon il y a 1 an et demi pense déjà à d'autres actions qu'elle pourrait organiser l'année prochaine. Il est vraiment trop beau. Et à présent, un reportage qui va ravir les amateurs de kayak. Le nouveau stade d'eau vive est en plein chantier à Épinal. Les travaux ont débuté cet été et la livraison est prévue pour la fin mars. C'est un site d'ampleur nationale avec un budget de près de 5,5 millions d'euros, dont un peu moins de 4 millions de subventions. Aperçu du chantier et du résultat dans ce reportage d'Anthony Sapp et Denis Lequien. Il a beaucoup fait parler de lui. Où en est le stade d'eau vive à Épinal? Un peu moins de 3 mois après le lancement des travaux, voici à quoi il ressemble pour le moment. Un chantier qui s'étend sur un peu plus de 2000 m², un projet multicarte porté par la communauté d'agglomération, et il y en aura pour tout le monde. Il y aura une vague de surf, il y aura la possibilité de faire du saut dans la Moselle comme en raft, et puis à la vocation sportive. Alors là, utilisation club, centre de préparation olympique, dans l'hypothèse des Jeux de 2024. Et puis il y a un autre aspect dont on parle un peu moins, c'est l'aspect sécurité civile, puisque ce sera quelque chose d'unique, puisque ce sera le seul équipement de ce type qui permettra un accès aux véhicules de pompiers pour leur entraînement. Entraînement en l'occurrence aux interventions en secteur urbain inondé. Le service départemental d'incendie et de secours des Vosges attend ce nouvel outil avec impatience, mais d'autres pompiers dans d'autres départements ont aussi fait part de leur intérêt. Ce stade d'eau vive devrait donc attirer des touristes pour le côté ludique, des sportifs pour leur préparation et des intervenants de la sécurité civile. Il a malgré tout suscité quelques interrogations et des contestations quant à l'impact environnemental par exemple. Des études ont été menées, une enquête publique a été ouverte et le projet a finalement été validé sous l'autorité du préfet par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires. Du sport maintenant, avec le match des Red Dragons ce samedi. Accrochés par Toulouse en première mi-temps, les Red Dragons de Metz se sont montrés ultra dominateurs pour finalement s'imposer 88-51. Une victoire qui permet aux joueurs mosellans d'affirmer un peu plus leurs ambitions au championnat. Résumé de la rencontre dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Martinez. Un choc de haut de tableau. Avant cette rencontre, Metz était 5e au classement du championnat de National A Bastide Médical, Toulouse 3e. Le début de match était à l'avantage des visiteurs. Les Messins se reprenaient un peu ensuite, ils passaient devant au score en fin de deuxième quart-temps pour atteindre la mi-temps avec 4 points d'avance, 36-32. La seconde période était d'un tout autre acabit, les Red Dragons inscrivant 52 points en 20 minutes contre 19 seulement pour leurs adversaires. Score final 88-51 pour Metz. J'ai voulu tenter un pressing tout-terrain première mi-temps. Bon, ça n'a pas été super concluant, quoi. On était devant de 4 points à la mi-temps, j'en espérais un petit peu plus. Donc du coup on a changé, on est revenu en zone et ma grande surprise ça a été meilleur. Donc je suis content qu'on ait réussi tous ensemble à trouver les armes, trouver la clé du match. Grâce à cette victoire, Metz passe devant Toulouse. Les Red Dragons sont 4e au classement provisoire du championnat, une place qui leur permettrait en fin de saison de se qualifier pour les playoffs. C'est le premier objectif des Mosellans qui veulent cependant atteindre des buts beaucoup plus élevés, mais une étape après l'autre. D'abord les playoffs et puis après en playoffs, tout gagner, clairement. Cette année, suite à leur déménagement de Saint-Avold à Metz, les Red Dragons ont revu leurs ambitions nettement à la hausse. L'effectif a été construit en conséquence avec le renfort de plusieurs joueurs professionnels. La prochaine rencontre samedi à domicile contre Mélan ne devrait être qu'une simple formalité. Les Grenoblois ont en effet perdu tous leurs matchs jusqu'à présent. Tout à l'heure.
En 2021, on pourrait croire que naviguer sur Internet coule de source. Or, pour certains, se servir d'un ordinateur est un peu compliqué. Pour pallier cette fracture numérique, la ville de Bitche propose des stages d'initiation à l'informatique. Ça se passe à la Microfolie, reportage de Morane Grandcola. Ce sont des cartes, ce sont des puces électroniques qui font la mémoire de l'ordinateur. À quoi sert une carte graphique ? Qu'est-ce que le software ? Comment utiliser un traitement de texte ? Si vous n'avez pas la réponse, pas de panique. La Microfolie de Bitche organise des stages d'initiation à l'informatique. Par groupe de 6 personnes maximum, les stagiaires vont apprendre pas à pas à utiliser un ordinateur. Les stages sont découpés en 6 modules et ne requièrent aucun niveau particulier pour y participer. Les jeunes comme les moins jeunes sont invités à en profiter gratuitement. La Microfolie de Bitche met également à disposition des ordinateurs pour suivre ces cours. Les inscriptions pour 2022 sont déjà ouvertes, sur place à l'espace Tessier de Bitche ou par mail espacetessier@ville-bitche.eu. Et maintenant, on retrouve Marie-Morgane pour une chronique sur le thème de l'information sur le web. Alors hier, Marie-Morgane, tu nous as présenté sur le plateau la première partie de ta chronique sur l'information qui se fait de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, mais qui entraîne malheureusement avec elle son lot de fake news. Épisode 2 aujourd'hui, tu vas nous donner des conseils pour repérer ces fausses informations. Exactement, parce qu'elles peuvent provenir de plusieurs sources. On a vu hier que les médias étaient très présents sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas tout seuls. Aujourd'hui, n'importe qui peut partager des informations, des photos, des vidéos. Et je le disais hier, une fake news est 6 fois plus partagée qu'une vraie information. Pourquoi ? Eh bien souvent parce que ces fake news nous font un peu plus réagir, vont susciter de la colère, de la surprise, de l'inquiétude. Et du coup, on a tout de suite envie d'aller la partager à nos amis, avant même de se poser la question: est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Alors, quels sont tes conseils pour repérer justement ces fake news ? Eh bien déjà, bien regarder la date de publication de l'article. Ensuite, ne pas s'arrêter juste au titre, mais bien aller voir l'intégralité du contenu. Regardez aussi le nom du site et vérifier qu'on ne soit pas tombé sur un site parodique comme le Gorafi par exemple. Il y a des outils pour vous aider. Fact Check Explorer, lancé par Google, qui permet de faire un tri dans les différents liens. C'est tout simple, il suffit de copier le lien sur lequel vous avez un doute. Dans le même genre, il y a aussi Decodex, lancé par Le Monde. Il vous permettra aussi d'entrer l'adresse d'un site web pour vérifier que la source est fiable. Et il y a également le site Hoaxbuster. Vous pouvez choisir une thématique et il fait le tri entre les vraies et les fausses informations. Bah, ça a l'air pas mal. Et en plus de ces sites qui ont l'air déjà efficaces, est-ce que tu en as d'autres à conseiller ? Oui, parce qu'il y en a même de plus en plus. Le fact-checking, la vérification d'informations, est devenu un mode journalistique, est devenu un nouveau mode de traitement journalistique, et plusieurs organes de presse s'y sont spécialisés, comme France Info avec Vrai ou Fake, l'AFP avec Factuel ou encore 20 minutes avec Fake Off. Donc voilà, petit rappel avant de partager une information lors de la pause café avec ses collègues ou ses amis, bien penser à vérifier l'information. Il y a plein d'outils pour vous aider. Tout simplement. Merci beaucoup Marie-Morgane. À très vite. En tout cas, j'espère que nos téléspectateurs seront désormais plus vigilants. Pour la suite, on vous emmène au centre Pompidou à Metz. 2 nouvelles expositions sont à découvrir depuis le 6 novembre. Elle s'intitule « Toi et moi, on ne vit pas sur la même planète » et écrire, c'est dessiner. Visite guidée en images signée Jean Milon. Des œuvres aussi gigantesques que surprenantes. Notre voyage commence ici à la rencontre de ces créatures singulières, un mélange de bricolage et de figures mythologiques mexicaines, le tout animé par des circuits électriques à la vue des visiteurs. Voilà donc l'espace qui lance le long périple à travers l'exposition « Toi et moi, on ne vit pas sur la même planète ». Vous allez me dire, attendez bien, on vit tous sur Terre. Oui, on vit tous sur Terre, mais cette Terre, on n'a pas l'impression que c'est la même pour tout le monde. Et donc l'exposition vous propose de déambuler à travers plusieurs planètes. Il y a celles où pour les habitants les ressources sont infinies et d'autres où l'on essaye de vivre dans les limites d'une seule Terre. Une réflexion donc écologique qui s'inscrit parfaitement dans l'actualité. On a l'impression qu'on vit sur des planètes différentes,
que certains ne viennent pas à la table alors que leur responsabilité en termes de CO2 est connue, mais qu'ils ne viennent pas à la table des négociations de cette COP26. Et du coup, c'est comme s'ils se retiraient de ce monde et que c'est comme s'ils allaient vivre sur une autre planète. Donc c'est ça qu'on essaie de commenter. Notre excursion se poursuit un étage plus bas. Ici est né le résultat d'une expérience menée par Ethel Adnan, peintre et poétesse. 2 activités qu'elle a réunies pour ne former plus qu'un. On y retrouve des témoignages de l'histoire de l'écriture et de la manière dont, dès ses origines, l'écriture a quelque chose à voir avec le dessin. Et aujourd'hui, souvent on peut entendre la phrase, ou on peut même la dire, mais moi je ne sais pas dessiner. Ethel Adnan nous répond, mais si tu sais écrire, tu sais dessiner. Tu as appris à faire quelque chose avec ta main très contrôlée, donc tu sais faire un dessin. Parmi les 230 œuvres de l'exposition, on y retrouve cette immense fresque de 86 mètres de longueur, mais surtout beaucoup de leporello ou livres accordéons. C'est des choses qui se plient, qui sont grandes comme un livre de poche, et puis on peut les déplier. Elles peuvent faire 7 mètres, 10 mètres de long. Elles mélangent complètement l'écriture, le dessin dedans, et c'est absolument passionnant de les parcourir, de passer du temps à contempler ces grandes œuvres tout en longueur. Notre visite se termine donc perdue dans les livres, plus que jamais visuels, là où désormais s'entremêlent sens et créativité. Une belle idée de sortie culturelle sur le secteur de Metz, et du côté de chez nous, c'est Morane qui va vous présenter les bons plans de sortie dans sa chronique. Alors Morane, quelles sont les idées de sortie à faire chez nous cette semaine? Alors au programme de la musique, ce soir, rendez-vous à Meisenthal pour un café-concert de Cimer. C'est un groupe de 3 musiciens strasbourgeois aux sonorités jazz, hip-hop et rap. Ça démarre à 20h, pensez à réserver auprès de la Halverrière. Samedi, toujours à la Halverrière, c'est le chanteur Kali qui se produira sur la scène de la Boîte Noire. Tarif en prévente 28 €. Idem, pensez à réserver auprès de la Halverrière. Et sachez que ce concert est une reprogrammation. Alors pour celles qui avaient encore leur billet, sachez qu'il est toujours valide. Dimanche, place à la solidarité. L'association Les Bouchons de l'Espoir du Beacherland organise un festival de chorales à Rohrbach-les-Beach. 4 chorales animeront la journée. Et sachez que Lisa Dan, la jeune finaliste sarregueminoise de l'émission La France a un incroyable talent, sera présente. Et pour finir, le spectacle de Charlie Dame, Résistance à outrance, se poursuit tout le week-end. Vendredi, samedi et dimanche, vous pourrez revivre les coulisses du siège de Beach de la guerre de 1870. Pour réserver vos places, ça se passe en ligne. Le lien est à retrouver sur le site internet de la ville de Beach. Vous pouvez également acheter vos billets à la Citadelle, en mairie ou directement sur place à l'Espace Cassin le soir des représentations. Voilà Margot. Super, il y a de quoi faire en tout cas. Et maintenant, on va parler un peu de littérature. Absolument. Souvenez-vous, en septembre dernier, je vous parlais de la rentrée littéraire. Eh bien, 2 mois plus tard, les prix littéraires sont enfin tombés. Alors, mais avant de donner les résultats, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de ces prix littéraires? Bien sûr, Margot, mais comme il y en a beaucoup, je vais parler uniquement des plus connus, si tu me le permets. Oui, j'ai pas trop le choix vu que tu as préparé la suite. Je vais te laisser continuer. Alors, tout le monde connaît le célèbre prix Goncourt. Il récompense le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru dans l'année et est attribué presque exclusivement à un roman. Le prix Goncourt, c'est le prix littéraire français le plus prestigieux. Il a été créé en 1903 par Edmond de Goncourt. Ensuite, nous avons le prix Renaudot, créé en 1926 et nommé ainsi en l'honneur de Théophraste Renaudot, créateur de la presse française. En 1925, le prix Goncourt ne faisait pas tout à fait l'unanimité et beaucoup jugeaient les délibérations trop longues. 10 journalistes attendant impatiemment en fait l'annonce des résultats pour faire leur critique littéraire l'après-midi, se serait alors lancé un défi, une blague. Ils voulaient créer leur propre prix littéraire à l'image du prix Goncourt sans forcément le concurrencer, mais ils attribueraient en fait ce prix à un livre jugé drôle ou humoristique qui sort complètement des sentiers battus. Alors ils n'en ont pas trouvé et ils ont décerné un prix à un auteur inconnu du grand public pour son ouvrage, je cite, plein d'esprit, de vivacité et d'originalité. La blague s'est finalement retournée contre eux
et les plaçant ainsi en experts littéraires. Se voulant à la base un anti-Goncourt, le prix Renaudot est aujourd'hui lui aussi l'un des plus prestigieux prix français de la littérature. Voilà, une blague qui au final a quand même bien tourné. C'est ça, c'est un peu l'arroseur arrosé. Mais le Goncourt a également permis, malgré lui, la création du prix Femina, qui est uniquement composé d'un jury de femmes. Tu vois venir le truc, Margot? Exactement. L'histoire, la voici, c'est le refus d'attribuer le prix Goncourt à l'autrice Myriam Hari, alors favorite en 1904, que le jury a provoqué un tollé chez la gente féminine. Et oui, un jury composé uniquement d'hommes qui récompense uniquement les hommes, et ben ça fait un peu misogyne sur les bords. Et sachant qu'en plus le mouvement des suffragettes prenait de l'ampleur à ce moment-là. Et donc les femmes de lettres ne se sont pas laissées faire et elles ont décerné leur propre prix, le prix Femina, avec leur propre jury 100% féminin. Et toc. C'est bien fait, girl power comme on dit. C'est ça, et il y en a encore bien d'autres, mais je m'arrête là, Margot. Alors donc pour revenir à 2021, tu nous disais tout à l'heure que les prix littéraires sont tombés. Qui sont les lauréats? Alors cette année, le prix Goncourt a été attribué à Mohamed Mbougarsar pour son roman La plus secrète des mémoires des hommes. Pardon, tiens. C'est l'histoire d'un jeune écrivain sénégalais qui découvre un livre mythique, Le labyrinthe de l'inhumain. Personne ne connaît l'auteur. Qualifié à l'époque de Rimbaud nègre, le livre avait fait scandale. Le jeune écrivain s'engage alors fasciné sur la piste du mystérieux auteur, se confrontant ainsi aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Le prix Renaudot, lui, a été attribué à Amélie Nothomb pour son ouvrage Premier sang. C'est sous la forme d'un conte qu'Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père. Un magnifique hommage à la figure paternelle, mais aussi à ce héros de l'ombre, diplomate à la carrière hors norme. Et enfin, pour terminer, le prix Femina a été décerné à Clara Dupont-Moreau pour son livre S'adapter. Alors c'est l'histoire d'une fratrie bouleversée par l'arrivée d'un enfant lourdement handicapé, paralysé, muet et aveugle. Sa présence ne se limite cependant pas seulement à quelques bruits, car il prend immédiatement beaucoup de place au sein de cette famille. Voilà pour ces 3 prix littéraires. Il y en a encore d'autres. Pour découvrir les autres lauréats, je vous invite évidemment à vous rendre sur Internet, mais aussi à la librairie Confluence de Sarreguemines, que je remercie pour m'avoir prêté ses ouvrages. Et puis comme Noël approche, j'espère que cette chronique permettra d'écrire sa lettre au Père Noël. J'espère aussi. Merci beaucoup, Morane. En tout cas, de mon côté, je vais attendre un peu de finir mes lectures en cours. On va marquer une courte pause avant de se retrouver pour 2 magazines passionnants. Nous irons à la rencontre de Bernard Lange, passionné de maquettes de bateaux, et on découvrira un sport méconnu, le béour. Attention, sortez vos épées. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est une belle fin de semaine qu'on va passer. Pour la journée de demain, le soleil sera bien présent en milieu de journée, mais il faudra passer les nappes de brouillard du matin pour pouvoir en profiter. L'ensoleillement ne durera que quelques heures avant que le brouillard ne reprenne sa place en fin d'après-midi. Côté température, les minimales iront de -2 à 1 degré et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Martins et il fera jour de 7h35 à 16h55. Passez tous une belle journée et à bientôt. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Septembre 1939. Hitler envahit la Pologne. La France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Afin de protéger les populations frontalières, l'État français déclenche un plan d'évacuation sans précédent. 300 000 Mosellans et Alsaciens sont contraints d'abandonner leur foyer. Débute alors pour ces familles une nouvelle page de leur histoire, le journal d'un exil. Un film à retrouver en intégralité ce jeudi 11 novembre dès midi sur Mosaïque Cristal. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteurs majeurs de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix.
Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. Vendredi, découvrez notre nouveau numéro de Polygone. La forêt, source de plaisir et de friction. Sauvegarde, promenade, chasse, partage. Mourane accueille des représentants d'associations et d'organismes qui se mobilisent pour préserver ce lieu de vie. Une émission à retrouver dès vendredi sur Mosaïque Cristal. Vous le connaissez peut-être, Bernard Lange est responsable bénévole du canal local de Grosse-Bliederstroff. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir une toute autre facette de cet homme à travers sa passion qu'il cultive depuis plus de 50 ans. Il fabrique des maquettes de bateaux, mais également les pièces nécessaires à leur construction. Guillaume Dumonteil l'a rencontré. Bienvenue au chantier naval de Grosse-Bliederstroff. Là, je suis en train de construire une maquette d'un aviso de la Marine nationale des années 60 qui avait comme nom le Jacques Anquetil. Il était équipé d'un canon de 100 mm et des lance-roquettes. En théorie, pour réaliser ce type de maquette, rien de plus simple. Tout est écrit noir sur blanc. Tu as tout sur le plan. Il faut juste que tu décalques les pièces. Là, quand tu vois les couples, ça, c'est les couples pour faire la coque du navire. Tu les copies et puis tu les colles après sur un contreplaqué. Tu découpes la forme. Et après, quand tu as fait ça, tu poses ça sur un plan comme ici, où j'ai tout tracé. Il y a toutes les couples qui viennent. Ils sont calés après avec des petits bouts de bois en bas. Et après, tu commences dans bardage. Une paquette à gauche, une paquette à droite. Bernard ne fait pas tout un côté d'un coup, autrement, la coque de son bateau serait voilée. Pour réaliser ces maquettes, ce dynamique retraité de 69 ans, ancien menuisier de métier, utilise différents outils, notamment une grosse lime pour réaliser l'avant du bateau. Ça se laisse travailler. Vous vous en doutez, la réalisation de ces maquettes, au 1/75e, demande un certain temps. Plus de 800 heures. Là, il faut. Là, j'en ai déjà 700 presque là-dessus. Pour s'aérer l'esprit et faire en sorte que cette passion reste un plaisir, Bernard Lange travaille sur plusieurs maquettes à la fois. Pour des raisons de plaisir et de budget, il fabrique lui-même la majorité des pièces de ses maquettes. Il n'achète rien dans le commerce, si ce n'est le bois, le contreplaqué et les moteurs, car la finalité, c'est de pouvoir mettre à l'eau ses maquettes. Quand tu construis une maquette, tu l'as fini de construire, ton premier truc c'est allez, maintenant il faut la mettre à l'eau. Et le truc, tu mets ça à l'eau et tu vois le comportement. Est-ce qu'elle est bien au niveau comme tu as? Est-ce que j'ai pas assez de toit? Est-ce qu'il penche d'un côté ou quoi? Et puis après, quand tu as réalisé une fois ça, c'est bon, c'est passé. Et tu penses déjà au prochain bateau. C'est comme ça. Cette passion pour le modélisme naval habite Bernard depuis plus de 50 ans. Il a depuis réalisé au moins une trentaine de bateaux. Il en expose d'ailleurs plusieurs dans sa maison. Là, j'ai un ancien patrouilleur de la Marine nationale. Ça, c'est un cargo. C'est un des derniers cargos qui a été construit en France au chantier naval de Sète. Et à l'arrière, là, c'était à l'époque, j'ai construit ça pour mon fils avec tout ce que j'ai trouvé pour qu'il puisse s'amuser, quoi, sur l'eau, quoi. Faute de place, il a dû se séparer de quelques bateaux, mais il y en a d'autres qu'il veut réaliser. J'en ai encore un paquet à faire. Et j'ai des plans et tout. J'ai encore un bateau pompier que je veux faire. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'ai encore un navire de guerre, encore un autre que j'ai. Ouais, oui. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à trouver le temps pour les faire. À 75.
Et on vous emmène maintenant à la découverte d'un sport on ne peut plus insolite. Ça vous tente, un combat de chevalier ? 35 kg d'armure sur le dos, armé d'une épée ou d'une hache. Eh bien, c'est l'équipement des chevaliers qui pratiquent le béour. Découverte de ce sport au club de Metz Béour Graouli avec Baptiste Deveau. Béour, cela veut dire fracas en vieux français et aujourd'hui c'est le nom d'un sport, le full contact médiéval. Des chevaliers en armure, rois des combats qui se battent en duel ou en équipe dans la lice, l'espace de combat délimité avec ses traverses en bois. Les armures et les armes de combat utilisées sont des reproductions authentiques de sources historiques, fortement arrondies et émoussées pour un maximum de sécurité, et on peut dire que cette pratique est très physique. Là je suis cuit, rien que le fait de courir, mettre un coup, c'est 10 fois plus d'énergie. Encore débutant, j'avoue que j'ai pas forcément le cardio qui suit, donc à la fin de l'entraînement je suis un peu cramé, mais c'est intense. À Metz, le club Béour Graouli a été créé il y a 3 ans. Plus d'une vingtaine de combattants ont rejoint les rangs, mais que recherchent-ils à travers cette pratique ? Alors le dépassement de soi, sans hésitation, parce que là honnêtement, il s'agit réellement de repousser ses limites. Le fait en plus de porter une armure, c'est depuis l'âge de 4 ans que... À 4 ans j'ai eu mon premier bouclier en bois, ma première épée en bois, donc moi c'est plutôt petit que je rêve d'être chevalier quoi. C'est un peu l'idée on va dire. Le club messin cherche de plus en plus à se féminiser, 2 femmes ont déjà rejoint l'aventure. En attendant d'acquérir toutes les techniques et d'acheter une armure sur mesure, elles se battent dans la version soft du béour avec des armes et des protections en mousse. Oui, c'est bien justement. On recherche d'ailleurs d'autres femmes volontaires pour nous accompagner bien sûr et pour participer avec nous aux entraînements. Parce qu'une équipe en fait c'est 5, donc 5 contre 5. Et pour l'instant on est 2 au club de Metz et c'est super en fait d'avoir des nouvelles têtes pour pouvoir s'entraîner. Et ça nous permet aussi de nous entraîner contre des gabarits comme nous et pas que contre les hommes où c'est un petit peu plus difficile. Pour faire grandir la communauté des chevaliers pratiquant le béour, le club de Metz a pris sous son aile les descendants du Hardy, un club de Bourgogne créé en novembre 2020. Avec le club de Metz, c'est une particularité, on a un petit partenariat pour la Beurt League, un tournoi européen. Du coup, ils nous donnent des cours en accéléré, comme là aujourd'hui par exemple, où on peut nous se parfaire pour un jour entrer en lice en France, sous notre nom, mais à l'étranger, en arbore Metz Graouli. En France, 31 clubs sont affiliés à la Fédération française de béour, un sport en plein développement qui n'attend que ses prochains combattants. Et on se quitte là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, notre programme est en rediffusion sur notre chaîne. Demain, à retrouver à midi le film Journal d'un exil de Patrick Bassot. À très vite sur Mosaïque Cristal.